Voilà, que je suis vraiment ravie d'accueillir, qui viennent d'une très belle région, vous m'avez dit entre Avignon et l'Île-sur-Sorgue. Voilà, donc nous, quand on entend parler de ces lieux-là, pour nous c'est vraiment emblématique et c'est des régions très très agréables. Donc vous êtes historien français, vous êtes né à Oran, bien entendu en Algérie, vous avez été ancien élève du lycée Ardaillon d'Oran, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains ici, et vous êtes titulaire d'un CAPES d'histoire, diplômé de l'EHESS de Paris, docteur en histoire, et vous avez enseigné à Aix-en-Provence et Marseille. Donc je suppose que vous êtes toujours resté dans cette belle région du sud-est de la France. Vous êtes en même temps conseiller historique auprès du Conservatoire national pour la mémoire des Français d'Afrique du Nord depuis 2019. Donc c'est dire que vous avez quand même beaucoup d'activités et une belle implication au niveau de la mémoire, et voilà ce que nous essayons de faire au niveau du cercle algérianiste. Et aujourd'hui vous allez nous présenter Itinéraire d'un écrivain oublié, Gabriel Audizio. Donc je vous passe le micro et encore je vous remercie d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à Toulouse, Madame Delmont, et pour parler d'ailleurs d'un sujet un petit peu méconnu, je crois, sauf peut-être que certains d'entre vous connaissent Audizio. Moi, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années, maintenant un peu plus, et j'ai toujours à cœur de le réhabiliter parce qu'il est tombé dans l'oubli. Il est tombé dans l'oubli, et pourtant il a une œuvre conséquente, hein, plus d'une trentaine de publications, et des publications très variées, recueils de poèmes, essais, romans, et même biographie historique, puisqu'il a deux biographies à son actif, une d'Haroun al-Rachid et une de Hannibal. Donc vous voyez, c'est un homme complet, je dirais, sur le plan culturel, et qui a joué, je crois, un rôle important dans l'activité littéraire en Algérie. Alors, curieusement, Audizio n'est pas né en Algérie, hein, il est né à Marseille en 1900, mais il va découvrir Alger très tôt. Il le découvre en 1910. Alors pourquoi il a 10 ans? Tout simplement parce qu'il suit son père qui a été nommé directeur de l'Opéra d'Alger. Et donc son père reste en poste 3 ans, 1910-1913, et en 1913, Audizio revient à Marseille, revient en France. Il fait ses études en France et il va, à 19 ans, 20 ans plutôt, en 1920, présenter un concours de rédacteur qui va l'amener à être rédacteur auprès du gouvernement général d'Alger en 1920. Donc il est très jeune, hein, il a 20 ans, et Audizio écrit. Il écrit essentiellement des poèmes et il publie un premier recueil de poèmes qui s'appelle Homme au soleil. Déjà le soleil, c'est très important pour la suite d'ailleurs de mon intervention, parce qu'avec le soleil, on va retrouver la Méditerranée, l'Audizio bien sûr. Donc il publie en 1923 Homme au soleil. C'est un recueil qui a une audience limitée, et Audizio n'a rien écrit d'autre en 1923, absolument rien. En 1925, auparavant, il va rencontrer Jean Pommier et Robert Rondeau dans les années 20. Ces deux hommes, vous les connaissez bien, vous les connaissez peut-être mieux que moi, puisque ces deux hommes sont à l'initiative de l'Association des écrivains d'Algérie, l'AEA, qui est née en 1921. Et ils sont aussi à l'origine du courant littéraire qu'on appellera l'algérianisme. Pommier et Rondeau vont décider de créer un prix, qui est le Grand Prix littéraire de l'Algérie. Et le premier Grand Prix littéraire de l'Algérie est attribué en 1921, d'ailleurs, à Ferdinand Duchesne. Donc, il y a une activité littéraire. Cette activité littéraire algérianiste veut se démarquer de l'exotisme des Pierre Loti, des Fromentin et autres, hein, qui étaient en vogue, Maupassant aussi, qui avait effectué quelques voyages en Algérie. Leur credo, c'est l'ancrage dans la terre algérienne et la création d'un peuple nouveau. Ce peuple nouveau est issu d'un mélange des races cher à Louis Bertrand. Louis Bertrand qui avait écrit quelques années auparavant Le sang des races, que vous avez peut-être lu, et dans lequel Louis Bertrand imagine
la fusion des Français, des Espagnols, des Italiens, des Maltais aussi, pour fonder donc ce peuple qui s'enracine sur cette terre algérienne. Et c'est très important donc cet enracinement. Et le Grand Prix littéraire de l'Algérie doit répondre à quelques critères, donc, que vous connaissez certainement, mais que je vais rappeler. Un, l'écrivain doit soit être né en Algérie, ce qui n'est pas le cas d'Audizio, soit résider en Algérie, bon, ce qui est le cas d'Audizio. Il réside depuis 1920. Deux, le thème de l'œuvre, du roman, doit être en relation très étroite avec l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie, parce qu'il y a eu un Grand Prix qui avait été décerné et qui traitait du Maroc en 1922. Donc, il doit être en relation avec l'histoire de l'Afrique du Nord. Trois, il doit exalter donc ce peuple nouveau et cette terre algérienne qui est une terre en création, si j'ose dire, même si cela fait 70 ans que la France est présente là-bas. Donc, Audizio présente son livre, il écrit un roman. Il écrit un roman qui s'appelle « Trois hommes et un minaret ». Alors, « Trois hommes et un minaret », c'est publié en 1925 dans une grande maison d'édition parisienne, d'ailleurs, qui est Rieder, et qui a publié, entre autres, un grand écrivain, lui aussi oublié, qui s'appelle Maurice Constantin Veillère. Et Audizio, donc, va présenter son livre « Trois hommes et un minaret ». Il va le présenter au jury littéraire du prix algérianiste. Je vous ai donné deux couvertures, celle de 1925. Le livre a été réédité en 2009. J'avais un petit peu contribué à cette réédition avec une doctorante italienne qui vit à Bologne actuellement et qui avait travaillé sur Audizio. Le livre a été réédité en 2009 chez l'Harmattan. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de le lire, dans le sens où, par rapport à Trois hommes et un minaret, il y a un chapitre de plus. Dans le sens où, lorsque Audizio publie Trois hommes et un minaret, il enlève un chapitre. Bon, pour des raisons inconnues, peut-être éditoriales, peut-être que l'éditeur lui demande un certain nombre de pages et qu'il l'avait dépassé. Ce chapitre existe aux archives de Marseille, donc plus exactement à la bibliothèque de Marseille, puisque le fils de Gabriel Audizio a donné tout son fonds à la bibliothèque de Marseille. Et donc, ce chapitre existe. Moi, je l'avais photographié, je l'avais transmis à Madame Gnocchi, et Madame Gnocchi a publié ensuite Trois hommes et un minaret, l'a republié avec une préface qu'elle a faite, qu'elle a écrite, et l'autorisation, bien sûr, du fils de Gabriel Audizio. Le livre date de 2009. Et Trois hommes et un minaret, donc, obtient le Grand Prix littéraire de l'Algérie en 1925. Ce qui est un petit peu étonnant, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter l'histoire de Trois hommes et un minaret. Je vais essayer d'être bref, mais je vais vous la raconter, elle mérite d'être racontée, je crois. Parce que Trois hommes et un minaret répond imparfaitement quand même aux critères fixés par Jean Pommier et Robert Rondeau, aux critères de l'obtention du prix littéraire. Qu'est-ce que c'est que Trois hommes et un minaret? L'action se situe dans le Paris des années 20. Or, Paris des années 20, la France des années 20, c'est la France du lendemain de la Première Guerre mondiale. Et la France a été saignée à blanc, plus d'1 million de morts, des hommes, et des infrastructures détruites. Et donc, la France fait appel à une main-d'œuvre immigrée. Cette main-d'œuvre immigrée, bon, elle est polonaise, parce qu'elle va aller travailler dans les mines, elle est belge, elle est italienne, mais elle est algérienne. Elle est algérienne, c'est une réalité, on a les chiffres. L'immigration algérienne de 1921, 24, 27, on voit le nombre chaque année. Le premier, en 1921, on a 24 000 immigrés algériens. 3 ans plus tard, on en a 50 000. Et 3 ans plus tard, on en a 75 000. Donc vous voyez, il y a une vraie demande. Et donc le roman part de là. Il part de cette migration d'Algériens, d'indigènes donc,
qui viennent de Kabylie essentiellement. Et Audizio raconte comment les recruteurs en Kabylie font miroiter l'émigration vers la France, le travail vers la France, en leur disant que les salaires, d'ailleurs en France, sont 3 fois supérieurs à ceux qu'un ouvrier kabyle peut percevoir en Algérie. Donc on parle d'une réalité sociologique en 1921. Et là, on va entrer dans le roman. C'est-à-dire que la France, généreuse, va créer à Paris un collège mahométan. Pour la petite histoire, en 1921-22, on crée la Grande Mosquée de Paris. Donc vous voyez qu'Audizio colle toujours à la réalité sociologique de son temps. Et là, après, on va entrer dans la démesure romanesque. À savoir que ce collège mahométan prend de l'importance, il attire des foules, il attire des musulmans, c'est le roman, hein, il attire des musulmans du monde entier, de Tunisie, du Maroc, mais aussi de Syrie, de Turquie, et donc la foule se presse chaque vendredi à la prière, lors de la prière du vendredi, à ce fameux collège. Ce collège mahométan est tenu et dirigé par un mufti, selon Audizio, qui est le mufti de Paris. Ce mufti a un serviteur, bien sûr, très zélé. Et la foule donc passe régulièrement tous les vendredis, et il y a un libre-penseur, un anarchiste libre-penseur qui s'appelle Tristan Leral, qui de son balcon voit passer cette foule et attire avec lui sa famille, ses amis. Il dit « Venez sur mon balcon, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe tous les vendredis. » À tel point qu'à un moment donné, Tristan Leral se convertit à l'islam. Il va voir le mufti, il lui dit « Grand mufti, je me convertis à l'islam, et même pour vous prouver ma bonne foi, au sens propre du terme, je vais me faire circoncire. » Ce qu'il fait. Le grand mufti est subjugué et il le nomme sultan. Donc on a un trio, le sultan, qui est un Français converti musulman, le mufti et son secrétaire. Le mufti, d'ailleurs, c'est un homme généreux, c'est un homme aussi séducteur, il séduit une jeune femme qui est entre deux bourgeoises, cette jeune femme s'appelle Olga, et l'épicière aussi proche du collège mahométan veut se jeter dans les bras du grand mufti, mais le grand mufti ne la veut pas et il la donne à son serviteur. Donc on a un trio dans le roman, le sultan, qui est un Français converti à l'islam, le mufti et le serviteur. Et ce trio donc va drainer les foules à tel point que Paris va devenir musulman, la France va devenir musulmane, l'économie française est complètement perturbée, à savoir que toutes les actions boursières disparaissent, puisque bon, on ne peut pas faire de l'argent normalement selon le Coran, on n'a pas le droit de spéculer. L'élevage porcin disparaît, les productions viticoles disparaissent également. Enfin, c'est le remue-ménage complet. La France est musulmane. Alors, bon, ça dure un certain temps, mais il y a un vent de révolte qui souffle. Et ce vent de révolte va venir d'un pharmacien du sud de la France, de Sisteron, c'est un nouveau Charles Martel, dit Audizio dans son roman, et il va soulever des foules, Charles Martel, et il va donc abattre le sultan, son mufti et son serviteur, et la France va retrouver ce qu'elle était originellement, c'est-à-dire une France chrétienne avec une économie capitaliste de l'époque. Donc c'est un roman complètement délirant, et c'est aussi un roman qui est aussi écrit dans une langue très truculente. À certains moments, les rapports, même pour l'époque, c'est assez osé, les relations amoureuses entre le grand mufti et Olga sont quand même un petit peu, passez-moi l'expression, olé olé. Donc c'est assez étonnant que ce roman ait obtenu le Grand Prix littéraire algérianiste. Alors pourquoi ?
Alors à l'époque, Audizio était en concurrence avec le colonel Hazan, qui avait écrit une biographie d'Abdelkader. Mais le colonel Hazan, par malchance, succédait à Gabriel Esquer, qui, 2 ans auparavant, avait obtenu un grand prix sur l'histoire de la conquête d'Alger. C'est-à-dire qu'on avait 2 œuvres historiques qui se succédaient. C'était un peu compliqué d'attribuer le grand prix littéraire 2 fois quasiment consécutivement à une œuvre historique. Par contre, Audizio était en concurrence avec Stéphane Chazeret. Stéphane Chazeret, c'est un algérianiste de la première heure. Il avait proposé au jury les lettres de Loued Bellouf. Ce sont des chroniques de la vie quotidienne d'un village du Constantinois. Et Stéphane Chazeret était vraiment celui qui était le mieux placé par rapport aux critères à obtenir le Grand Prix. Il ne l'obtient pas. Alors il ne l'obtient pas, c'est Audizio qui l'obtient. Alors on se pose la question, Pommier qui existait, avait un certain pouvoir au sein du jury, a vraisemblablement imposé Audizio. Pourquoi? D'abord il y a la genèse d'Audizio, il a 25 ans. C'est-à-dire qu'il est prometteur pour l'algérianisme. Chazeret en a 60. Bon, il a sa vie derrière lui, à l'époque. Donc, la balance pèse plutôt en faveur d'Audizio. Et puis, il y a la truculence de la langue. La truculence de la langue dont est familier Rondeau. Rondeau peut avoir, si vous avez lu ses romans, que ce soit algérianiste ou que ce soit les romans africains de la Grande Brousse, il a une certaine truculence. Ça peut aussi peser dans la balance. Il y a autre chose aussi qui a pesé peut-être dans la balance, c'est la défaite de l'islam, puisque l'islam finalement est vaincu. Et je citerai Rondeau, là, si vous permettez. Dans un de ses romans, Rondeau dit, en faisant parler son héros, Kassar, qui parle à un musulman, il lui dit: votre religion fixe un ordre social que nous ne saurons admettre, vos vertus et vices ne sont pas nôtres, nous proclamons la perpétuelle œuvre de l'esprit, vous êtes un crépuscule, dit Rondeau aux musulmans, nos méthodes aboliront votre individualité religieuse, puis votre individualité ethnique. C'est-à-dire que cette défaite de l'islam que prônait Rondeau dans son roman Les Algérianistes, on la retrouve chez Audizio. Donc ce sont autant de faits qui font que, vraisemblablement, Audizio obtient le Grand Prix algérianiste en 1925. Le petit problème, c'est que Audizio est partagé. Il sait gré à Pommier d'avoir obtenu ce prix, mais quelque part, il n'est pas en accord total sur le plan idée littéraire ou philosophique avec l'algérianisme. Après 1925, il poursuit son œuvre et il écrit 3 œuvres dans lesquelles on voit bien la dualité d'Audizio. Ici-bas, normalement, en page 2 de couverture, vous avez Ici-bas Alger. C'est-à-dire, c'est un recueil qui est consacré à la ville d'Alger, à la vie quotidienne. La Guirlande Abdeltif, c'est un hommage à la villa Abdeltif, c'est un hommage aux gens qui produisent, qui créent, et la Guirlande Abdeltif est illustrée par des pensionnaires d'Abdeltif ou des peintres d'Afrique du Nord. Et à côté de ça, il publie Héliotrope. Nous sommes donc en 1927-28. Et là, Héliotrope, on retrouve le soleil, on retrouve l'onde du soleil que je vous avais montré auparavant. Et dans Héliotrope, on peut lire ceci. Je vais vous lire un passage. Il n'y a qu'une mer, la Méditerranée. Après cela, il y a des mers, des océans, de l'eau, mais moi je parle de la mienne, la mer, l'unique. Ou la nôtre, j'y consens. Car je suis provençal, sarde, catalan, je suis, peu importe, de tous les rivages de cette mer où j'ai vécu et je vivrai, cette mer qui m'a mordu la peau, mis du sel au crin, rougi les yeux, celle des savonneries, des mangeurs de coquillages, celle qui ne connaît jamais cette honte,
les marées basses où les côtes restent seules pendant des heures toutes nues, pleines de cheveux gras, de pouls sautillants et les pieds dans la vase. Je suis de la mer qui sourit à toutes les races du monde, qui montre son beau ventre de déesse largement plissé et qui couche avec l'univers navigateur depuis Bizerte jusqu'à Portbou, d'Algésiras à La Spezia. C'est un véritable hymne à la Méditerranée. Et quand Odysseus dit « il n'y a qu'une mer, la Méditerranée », il dit « je suis de cette mer », il y a le décalage et le déphasage avec Rondeau et Pommier qui disent « nous, les algérianistes, c'est la terre sur laquelle on est enraciné et sur laquelle on va créer ce peuple nouveau. » Pommier dit à un moment donné, nous sommes algériens. Le terme algérien s'appliquait aux Européens et non pas aux indigènes. Donc vous voyez, il y a une dualité chez Odysseus qui se fait face entre la Guerre d'Abdeltif, ici-bas à Alger, et Héliotrope. Il hésite encore sur le chemin à prendre. 1935, Odysseus a 35 ans, il avait continué à publier d'ailleurs des œuvres, et il rencontre Edmond Charlot à Alger. Alors Charlot, en 1935, 21 ans, et grâce à son père, il ouvre une librairie. Il ouvre une librairie qui va s'appeler Les Vraies Richesses. Je vous ai montré, là ici, je n'ai pas trouvé de photos des Vraies Richesses qui datent des années 30-40, mais Charlot est décédé en 2014, je crois, et il avait ouvert une librairie à Pézenas, et Pézenas a célébré le centenaire de sa mort. Et donc, en célébrant le centenaire de sa mort, il y a des collégiens qui ont dessiné... de sa naissance, oui, merci. Oui, parce qu'il est décédé en 2004. De sa naissance. Et donc, des collégiens ont dessiné ce que pouvaient être les vraies richesses à Alger. Par contre, les vraies richesses existent toujours à Alger. C'est la photo d'un côté. C'est devenu une bibliothèque. C'est assez étonnant quand même. Et il y a toujours la devise des vraies richesses, qui était aussi la devise de Charlot, qui est en petit sur la porte de droite, sur la vitre de droite, un homme qui lit en vaut deux. Et les Algériens, c'est curieusement, ont conservé cette phrase en français dans cette bibliothèque, dans la librairie de Charlot, qui est devenue bibliothèque. Donc Charlot fonde une librairie et en même temps une petite maison d'édition. Et la librairie des Vraies Richesses va devenir le foyer intellectuel algérois, je dirais, algérien aussi, quelque part, mais d'abord algérois. Et on va retrouver Odysseus, bien sûr, et on va retrouver Camus, chez Charlot. On va retrouver Robles, qui deviendra en France prix féminin et académicien Goncourt, Lorrané, Camus l'Algérois. Et donc tout ce beau monde va apporter une certaine dynamique intellectuelle à Alger. En même temps, presque un petit peu quelques mois auparavant, Odysseus avait écrit Jeunesse de la Méditerranée, c'est l'édition 1935, et ce livre Jeunesse de la Méditerranée va vraisemblablement, là je pèse mes mots, influencer Camus. Camus est plus jeune qu'Odysseus. En 1935, Camus a 22 ans, il finit ses études, c'est un diplôme d'études supérieures de lettres et philosophie. Et Camus n'a pas encore créé beaucoup de choses en 1935, il est jeune, bien sûr. Et Camus, à cette époque-là, va adhérer au Parti communiste. Il va adhérer au Parti communiste et il va inaugurer une maison de la culture. Parallèlement, Odysseus continue à produire et il produit un livre qui s'appelle Le sel de la mer et on retrouve toujours encore la mer, la Méditerranée, bien sûr.
pas n'importe quelle mer. Et Camus va prononcer, quand il inaugure la Maison de la Culture en 1937, il va prononcer un discours dans lequel il fait l'éloge de la Méditerranée et il appelle la Maison de la Culture la jeune Méditerranée. On retrouve de la Méditerranée d'Audisio. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien Camus-Audisio, et je dirais que le lien, c'est Camus qui se raccroche quelque part, si j'ose dire, à cette œuvre méditerranéenne d'Audisio. Donc il prononce sa conférence en 1937, qui n'est pas reproduite, mais qui fait réfléchir, et il y a une culture méditerranéenne, est-elle réalisable, dit l'écho d'Alger du 10 février 1937. Cette culture méditerranéenne, c'est la culture, bien sûr, d'Audisio d'abord, hein, avant celle de Camus. Camus, Audisio et Charlot vont créer une revue qui s'appelle la revue Rivage et qui malheureusement va n'avoir que 2 numéros, en 1938-1939. Bon, mais là, 1939, c'est la guerre, et qui va interrompre l'apparition de la revue. Dans la première revue, on retrouve poèmes de Garcia Lorca, poèmes de Machado, on retrouve Cervantes, on retrouve Audisio, c'est-à-dire qu'on retrouve les Méditerranéens. Comme vous pouvez le constater, alors Supervielle peut-être fait tâche, mais n'oubliez pas que Supervielle est né en Uruguay, c'est-à-dire que bon, il y a une présence espagnole, hispanique, je dirais, donc cela peut s'expliquer. On ne retrouve pas d'algérianistes. On a l'impression que 1938-39, le fossé est en train de se créer entre Audisio et les algérianistes. Pourtant, en 1941, Audisio va écrire un éloge à Pommier, disant que c'est le prince des poètes et que Alger a enfin son grand poète en la présence de Jean Pommier, comme Marseille l'avait avec quelqu'un qui est oublié aujourd'hui et qui s'appelle Broquier, Louis Broquier. Donc il y a toujours quand même cet aller-retour avec les algérianistes, comme si Audisio savait qu'il devait quand même quelque chose à Pommier. Et donc, en faisant cet éloge, il, quelque part, familièrement parlant, il renvoie l'ascenseur. Si je peux m'expliquer ainsi. La guerre va interrompre un petit peu les créations littéraires. Audisio va être incarcéré. Il va être incarcéré à Fresnes par le gouvernement de Vichy. On le soupçonne d'activité anti-vichysoise. Et Audisio va publier d'ailleurs des lettres de Fresnes dans lesquelles il raconte son incarcération. La guerre passe et nous allons nous retrouver en 1946. Et en 1946, Audisio publie Ulysse ou l'intelligence. Pourquoi Ulysse? Pour Audisio, c'est l'archétype méditerranéen, c'est l'intelligence méditerranéenne associée à la ruse, associée au pragmatisme aussi. Ulysse, c'est, je vais reprendre le titre d'un livre de Camus, c'est l'exil et le royaume. Ulysse. Pourquoi l'exil et le royaume? Bien parce que Ulysse, l'exil, il quitte Troie, la ville de Troie à l'est de la Méditerranée, sur les rivages de la Turquie, et ses voyages vont lui faire traverser la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar. Il va revenir, il va s'arrêter à Corfou, la dernière halte où il rencontre Nausicaa, et il va se fixer de nouveau à Ithaque, d'où il est originaire. C'est l'exil. Mais c'est le royaume. C'est le royaume dans le sens où Ulysse, c'est un roi. Mais c'est un roi paysan. C'est un roi qui est ancré aussi à la terre. N'oubliez pas que l'économie grecque de l'Antiquité, c'est la trilogie méditerranéenne.
c'est l'olivier, c'est la vigne, ce sont les céréales. Et donc, Ulysse, c'est cette dualité de l'homme méditerranéen par excellence. Donc, Odysseus produit ce roman en 1946, et là, je dirais que quelque part, le fossé est créé avec les algérianistes. Rondeau, en 1947, dans la revue Afrique, dit que l'homme algérien, c'est l'homme de la terre, il n'a rien à voir avec le mythe grec. Il ne cite pas Odysseus dans sa lettre dans la revue Afrique, mais tout le monde comprend que Odysseus est bien sûr le premier cité, puisque c'est lui qui exalte l'idéal méditerranéen. Avec Odysseus, avec le retour de la fin de la guerre et la création de cette œuvre, autour d'Odysseus, on va retrouver Camus, bien sûr, en 1946, mais on va retrouver Robles, qui était déjà de l'expérience de la revue Rivage, et on va retrouver d'autres gens qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, des poètes comme René Jean-Claude ou Claude de Fréminville, Jean de Maisonseul, sont des gens qui sont complètement oubliés, qui ont pourtant vécu tardivement, après l'indépendance même, et qui ont continué une activité journalistique dans différents organes de presse, d'ailleurs d'après 1962. Donc tous ces gens-là, Fréminville, Claude, Robles, Odysseus, Camus, vont entraîner avec eux aussi, et ça c'est nouveau, quelques écrivains indigènes, on va les appeler ainsi, Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud Mamiri. Kateb Yassine va fréquenter ce petit cénacle qu'on va appeler l'école d'Alger ou l'école nord-africaine. Mais c'est surtout l'école d'Alger qui va rester. En fait, cette école d'Alger, elle est contestée sur le plan littéraire dans le sens où on considère qu'il n'y a pas une unité véritablement littéraire et philosophique, mais ces gens-là ont un point commun, c'est de faire vivre une littérature nord-africaine, une littérature algérienne, et on gagne donc aussi des écrivains algériens, des écrivains indigènes. Donc cette école d'Alger va aussi créer Odysseus, on retrouve Odysseus et Camus, une revue qui s'appelle Simoun, et il y a un vrai ferment littéraire donc dans l'Algérie de l'après-guerre. Le petit problème, c'est que l'Algérie de l'après-guerre, on a les événements de Sétif, 1945, on a la création de l'OS, organisation spéciale, celle de Ben Bella, qui a dévalisé la grande poste d'Alger en 1950. Donc c'est une Algérie qui est sous tension, et cet idéal méditerranéen est un petit peu battu en brèche. Il est battu en brèche, entre autres, par un roman, et par un roman qui va faire poids, un petit peu contrepoids, je dirais, à Ulysse. C'est le roman de Jean Amrouche, qui s'appelle L'éternel Jugurtha. Et Jugurtha s'oppose à Ulysse. Pourquoi? Parce que Jugurtha, c'est un roi numide, c'est-à-dire c'est un roi d'avant la conquête romaine même, qui s'oppose aux Romains d'ailleurs, Jugurtha. Ensuite, qui va composer aussi. Mais c'est un idéal de résistance, Jugurtha. Le roman de Amrouche va avoir un impact assez important en France. Il va être très très bien accueilli dans les milieux littéraires parisiens. Et donc, on a ce contrepoids Ulysse, Jugurtha, et qui fait que, progressivement, l'idéal méditerranéen d'Odysseus va se diluer, et y compris l'idéal algérianiste, dans le sens où on a deux courriers, un courrier de 1947 de Rondeau qui dit qu'il voit s'effondrer son utopie littéraire, parce qu'il prévoit, c'est une lettre qu'il a écrite à Georges Hardy, il prévoit des jours sombres pour l'Algérie, Rondeau en 1947 déjà,
Et 10 ans plus tard, Audizio écrit quasiment la même lettre. Il l'écrit à Jean Ballard, qui est le directeur des Cahiers du Sud de Marseille, et il lui dit « Je suis à Alger, la mer est toujours aussi belle, le ciel est toujours aussi bleu, l'univers est toujours aussi magique, mais, des jours sombres, je ne vois que des jours sombres qui s'amoncellent autour de moi. » C'est-à-dire que Audizio prend conscience, lui aussi, un petit peu comme Rondeau, disons auparavant, que leurs idéaux respectifs sont battus en brèche par une nouvelle avancée politique, bien sûr, mais aussi littéraire, parce qu'on a une génération, Kateb Yassine va se brouiller avec Camus, avec qui, à un moment donné, il avait correspondu. On a une nouvelle génération, pas seulement de Français, mais aussi d'Algériens et de Français d'Algérie. Je le cherchais. On a un nouveau venu qui arrive sur la scène littéraire. C'est le dernier en bas, c'est Jean Sénac. Sénac qui, à un moment donné, était proche de Camus, mais qui va se brouiller avec Camus consécutivement aux événements de la guerre d'Algérie, parce que Sénac, lui, épouse les thèses indépendantistes et va se rapprocher du MTLD de Messali Hadj. Donc on a un fossé, un hiatus qui se crée dans les années 50. Il n'en demeure pas moins que Guy Dugas, qui est professeur, je devrais dire qu'il était, parce que je crois qu'il est à la retraite maintenant, Guy Dugas, et qui a longtemps été professeur à l'université d'Alger, a publié un livre qui s'appelle La Méditerranée d'Audizio, et dans lequel on retrouve tous les gens qui ont été proches de lui ou qui ont été influencés par lui. Amrouche, malgré son Jugurtha, Kateb, alors Kateb c'est Kateb Yassine, hein. Et puis après dans la liste, on retrouve Charlot bien sûr, Bosco, parce que Audizio a entretenu une correspondance très importante pendant 30 années avec Bosco, Henri Bosco, l'Avignonnais, qui a été professeur au lycée de Casablanca et qui a publié lui aussi une revue à l'époque de Simoun, que je vous ai cité, qui s'appelait la revue Aguedal. Donc vous voyez, Audizio draine autour de lui quand même énormément de gens. Vous retrouvez Fréminville, dont je vous ai parlé. Monterland, pourquoi? Parce que Monterland était venu en Algérie, il avait écrit un très beau livre qui s'appelle « Il y a encore des paradis », qui est un livre magnifique. Ferraoun, bien sûr, Rondeau, inévitablement, Robles, Camus, bien sûr, Clos, dont je vous ai parlé, René Jean Clos, et Sénac. Donc, le mérite d'Audizio, le talent même, et le grand œuvre d'Audizio, c'est qu'indépendamment de son œuvre, qui est un petit peu oubliée, c'est quand même d'avoir su drainer autour de lui énormément d'écrivains. Le dernier en date, c'est Jules Roy, qui lui a rendu un hommage quelques mois avant le décès d'Audizio, en 1977. Roy dit à Audizio: tu as été notre père à tous. d'Amrouche, dit-il, de Robles, et y compris de notre immortel Camus. Et ça, c'est la lettre que Roy envoie à Audizio en 1977. Audizio décède en janvier 1978, donc vous voyez, il est très proche de nous quand même. Un colloque a eu lieu à Lourmarin en 2002, auquel j'avais participé d'ailleurs, qui s'appelait Camus, Audizio, Robles, frères de Soleil. Et je crois que c'est fini. Le Monde, le journal Le Monde du 29 janvier 1978 publie l'article nécrologique d'Audizio et il l'intitule « La mort d'un fils du soleil ». C'est un très long article qui commence en une de couverture et qui se prolonge dans la page 26. Donc, c'est dire l'importance
littéraire et philosophique d'Audisio. Et je suis heureux d'avoir pu le réhabiliter un petit peu aujourd'hui. Merci.